Voilà, enregistré. L'enregistrement est parti, donc nous pourrons le rediffuser. Bonjour donc à tous officiellement. Les participants sont de plus en plus nombreux, à la fois sur Facebook et à la fois directement ici. Donc on a deux fils de conversation, le fil de ce web séminaire, plus deux fils de la page Facebook de la MONA. Et donc, ce troisième séminaire, ils disent, il était important de faire un point quelques jours après la sortie de ces textes et de ces ordonnances, Oui, de manière à pouvoir éclaircir un certain nombre de points, même si j'imagine qu'il y a des points qui ne sont pas encore totalement clairs. bien sûr, bien sûr. Et puis il y en a qui ne le seront pas, hein, qui ne seront pas plus clairs. Donc on va se débrouiller avec ce qu'on a. Je vais commencer par faire un point sur l'ordonnance voyage parce que j'ai pas mal de questions sur comment appliquer l'ordonnance. Donc vous avez 30 jours pour envoyer votre proposition d'avoir, ensuite 3 mois pour proposer une prestation de remplacement, et c'est cette prestation de remplacement qui va être valable 18 mois. Donc c'est à compter de l'envoi de la proposition de remplacement que le délai des 18 mois court, parce qu'il y a pas mal de confusion là-dessus. D'accord. Voilà, donc là-dessus, le texte est clair. Donc 3 mois pour envoyer l'avoir. Alors j'ai beaucoup de clients qui, du coup, décident d'envoyer la proposition de remplacement en même temps que l'avoir, et comme ça, ça fait un délai de 18 mois. Mais c'est surtout plutôt les agences quand il y a des variations de tarifs très importantes, parce que c'est vrai que le texte prévoit une prestation équivalente au prix identique. Donc, ce n'est pas forcément évident avec les variations tarifaires qu'on peut connaître. J'ai vu qu'il y avait une question à ce sujet sur les tarifs d'un camping qui Ouais. pouvait être, je l'ai vu, je ne l'ai plus sous Oui, les yeux. alors je te la redonne, c'est David de Jonzac qui dit, dans le cadre des dispositions prévues, en cas de report de séjour en 2021, le tarif pratiqué doit-il être celui prévu en 2020 ou peut-il évoluer, sachant que les tarifs de 2021 sont déjà votés pour le camping municipal géré par l'Office? C'est nécessairement le même prix, mais une prestation équivalente. Donc, vous devez proposer une prestation au même prix, mais ce n'est pas forcément la même prestation. Ça peut être une prestation équivalente et que le touriste pourra refuser dans les 18 mois. Après, vous pouvez derrière avoir un dialogue commercial et proposer une prestation plus chère avec l'accord du client. Dans ces cas-là, de toute façon, on refait un contrat. Je continue sur les aspects très pratiques de cette ordonnance. Donc, le dispositif s'applique aux hébergeurs, hein, parce que j'ai eu pas mal de questions là-dessus. Et c'est application pour les annulations notifiées entre le 1er mars et le 15 septembre. Et attention, cette ordonnance, elle ne marche que si on peut justifier des circonstances exceptionnelles et imprévisibles. Donc, ce n'est pas toutes les annulations de convenance. D'accord. D'accord? Mais alors, il y a quelque chose que je ne comprends pas, moi. Aujourd'hui, on sait qu'il y a un confinement jusqu'au 15 avril, peut-être, mais si aujourd'hui, j'ai une prestation, un séjour réservé pour la semaine du 10 au 16 août et qu'une personne veut annuler. Eh bien, là, c'est une vraie question parce que moi, quand je lis le texte, c'est uniquement les annulations liées à des circonstances exceptionnelles Mm. du Covid. Mais on ne sait pas comment ça va être début août. Donc, l'annulation par anticipation, moi, je ne suis pas certaine que ce soit justifié d'utiliser le mécanisme de l'ordonnance. Après, si les deux parties sont d'accord, Ouais. Oui, très je bien. pense, oui, parce qu'en fait, je pense que les particuliers, ils ont entendu, eux, la question des 18 mois, quoi, en fait. Donc, je C'est pense ça, c'est qu'ils peuvent ça. comprendre Sauf le dire. que, sauf que, bah, en fait, c'est pas aussi automatique que ça. C'est pas, il y a Covid, donc je peux annuler toutes mes prestats jusqu'au 30, jusqu'en septembre. Parce qu'on ne sait pas comment ça va évoluer. Alors, il y a une chance qu'il y ait encore des circonstances imprévisibles et exceptionnelles, par exemple en mai. Mais moi, sur les séjours de fin août et début septembre, j'ai quand même plus de doutes. Donc, dans le doute, on peut aussi attendre et réserver sa réponse. Oui, c'est ça, oui, oui, Et puisqu'on puis, a bah, 30 jours sinon, on déjà pour… applique.
Et sinon, on applique ces conditions d'annulation qui sont Oui. dans vos conditions générales de vente, qui sont super bien faites à tous, toutes et tous, et qui vous permettent de ne pas perdre de billes sur les prestations. Mais j'ai beaucoup d'agences de voyage aussi qui sont très, très embêtées par ces reports à 18 mois parce que quand on offre une prestation avec un vol EasyJet et des prix qui varient, ça peut être hyper compliqué de les garantir sur 18 mois. Et vous, c'est la même chose sur certains contrats Mm. prestataires. Oui, puis Euh, j'avais hier le représentant d'une fédération des campings qui me disait que ben, il y en a beaucoup qui auraient mieux aimé garder les 25% de bien sûr, bien sûr, vente bien finalement, sûr. puisque ça faisait de la trésorerie, on ne faisait pas de séjour cet été, et puis voilà, quoi. Mmh. Bah, bien sûr, bien sûr. Alors, j'ai d'autres questions. Donc, évidemment, c'est qu'est-ce qu'une prestation équivalente? Mm. Il n'y a pas de réponse dans les textes, mais on peut supposer que ça correspond à une même catégorie d'hébergement, même type de prestation. Voilà. Mais il y a pas de. Alors, il n'y a pas de sanction dans l'ordonnance. Est-ce qu'on me dit, oh là là, si je propose quelque chose et que ce n'est pas équivalent, qu'est-ce que je risque? Donc, il n'y a pas de sanction prévue en cas d'offre non équivalente, mais par contre, c'est une condition de validité du dispositif de l'ordonnance. Donc, si jamais il y avait un problème enfin, si vous voulez, un conflit sur l'équivalence de la notion d'équivalence des prestations, le touriste, ce qu'il pourrait faire, c'est demander le remboursement intégral et pas Ah, attendre les 18 mois. d'accord. Mm. Voilà. Mais après, ça va être des conflits extrêmement fins et je ne suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup. Donc, Mm. à mon avis, ne vous stressez pas trop pour ça. Oui, surtout que je pense que les consommateurs, ils vont comprendre quand même, qu'en fait, Oui, je si c'est de pense. la bonne foi, quoi, en fait. Enfin, tu sais, Jean-Luc, là, avec les agences, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de problèmes, hein. Sur des prestations assez chères, ça peut être très Ouais. compliqué. Mm. Parce que du coup, les gens n'ont plus de trésor pour repartir en vacances cet été. Ils voient leur voyage annulé. Bon, et puis il y a des agences aussi qui annulent un peu trop rapidement parce qu'elles n'ont pas envie d'organiser, d'engager des frais de travailler sans savoir. Donc j'ai des annulations d'agences sur août. Et honnêtement, ça peut être contesté et Mm. contestable parce qu'on ne Mm. sait pas comment va évoluer la situation. Donc c'est sûr que c'est un petit peu stressant. Alors, Alors, j'ai quelques questions. La première, quand même, pour qu'on soit bien très clair, c'est les loueurs de meublés non professionnels. Ils sont bien concernés par l'ordonnance aussi. bien sûr, bien Hein. sûr. Bon, des Eux, ils sont particuliers. concernés par l'ordonnance. Le code civil et donc les dispositions applicables directement à ces hébergeurs-là sont citées dans l'ordonnance. Donc, il n'y a absolument pas de doute. Voilà. Alors, j'ai aussi Toujours des sur les questions questions. de date, là, sur Facebook, j'ai Virginie qui dit début mars, nous avons eu une annulation pour une visite guidée de groupe en septembre. Est-ce que c'est concerné par l'ordonnance? Ben, c'est justement ce qu'on disait. C'est C'est pas justement ce évident. qu'on dit. Donc, il y a intérêt à attendre au minimum les 30 jours. C'est ça, Ça, pour voir un petit peu comment ça évolue. Après, vous pouvez de toute façon vous pouvez faire un avoir. Et puis attention, les 30 jours, c'est à compter de la date d'annulation. oui, Vous oui. n'êtes pas. Enfin, voilà. Donc là, non, mais là, c'est eux qui ont annulé, c'est pas l'office, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, oui. Oui. Oui, c'est eux qui ont Donc, si annulé. c'est. Début mars, ils ont annulé. Donc, du coup, Et pour septembre, pour septembre, ça fait le 25 avril, puisque c'était du 25 mars avant le 25 avril. Il faut leur proposer un avoir. À ce moment-là, s'il y a un accord. Mais si mais après, pas forcément, parce que est-ce que c'est une annulation pour circonstances exceptionnelles pour à septembre? début mars, Non, mais ils ont annulé début mars, mais pour une oui, prestation qui est en oui, septembre. oui, c'est ça. Ça se conteste, hein. Ce Mais que- après, ça dépend de ses conditions générales de vente, de ce qu'il y a de plus avantageux pour elles, de ce qu'ils veulent. Puis après, il faut savoir aussi avoir il y a un vrai trou dans cette ordonnance sur ce type de cas. Mm. Euh, parce que et puis c'est parce qu'on ne sait pas comment ça va être en septembre, hein, tout simplement. L'ordonnance, elle a prévu large en termes de délai pour ne pas avoir à légiférer tous les 4 matins, je pense, hein. Mais c'est vrai que c'est compliqué de savoir ce qu'il sera possible de faire en août ou en septembre. Alors, pour répondre à Mélanie de Tourisme Cagir-Garonne-Salat, dans le Comminges, qui dit est-ce que les tarifs pourront varier selon la saison? Mais non, on a déjà répondu. Non, La prestation peut être différente, mais elle doit être équivalente, mais le tarif est le même.
dans votre offre, c'est très, très important. Ah, je vais peut-être faire un point maintenant sur toutes les mentions que vous devez mettre dans l'avoir et sur l'offre, hein. Comme ça va caler un petit peu les choses. Donc, attention, les mentions dont je vais vous parler là doivent impérativement être écrites sur un support durable. Donc, en ce moment, moi, je conseille le mail, mais avec accusé de réception. Et gardez bien la trace de ces mails. C'est très important de conserver ces données-là. Donc, il faut… Et moi, je vous conseille aussi que l'avoir et l'offre soient en format PDF. Attention, parce que je vois trop de Word. Et le Word, c'est quand même pas sécure. Ouais. Donc, référence des textes, donc la loi 2020-290, ça peut-être qu'on pourrait le noter, les références des textes, où je le note après. 220-290 du 23 mars 2020, ça c'est pour la loi. Le décret 2020-260 du 16 mars 2020 et l'ordonnance numéro 2020-315 du 25 mars 2020. Ensuite, il faut écrire que ces textes vous permettent de déroger à l'article L211-4 du Code du tourisme. Qu'en application de ces textes, vous leur proposez un avoir d'un montant égal au paiement déjà effectué. Attention, hein, pas du prix de la prestation complète si un acompte a été payé. Je vois trop de propositions en ce sens. Et que vous leur adresserez des propositions de prestations de remplacement identiques ou équivalentes au contrat initial dans un délai de 3 mois pour un prix identique sans qu'aucune majoration tarifaire autre que celle prévue par la réservation initiale ne soit valable. Et que l'avoir est valable 18 mois à partir de là ou des propositions de substitution qui seront proposées dans un délai de 3 mois. Et que si à l'issue du délai de 18 mois à compter de la réception des offres de substitution, aucune offre n'est acceptée ou qu'il y a un refus de la proposition avec un souhait d'obtenir un remboursement, les sommes versées seront intégralement remboursées au plus tard, donc 18 mois après la réception de l'offre de substitution. Et attention, en cas d'acceptation de l'offre de remplacement, il faut absolument refaire un contrat. Oui, c'est ça. Ça, c'est hyper important. Et donc, la prestation, c'est sur le montant de l'acompte déjà versé. Voilà. Pas nécessairement de la prestation complète, ce qui peut être assez compliqué, hein. Ah oui, c'est un vrai casse-tête de rédiger les offres. Mais parce qu'il y a un loueur du territoire de Gabriel qui exige que le locataire qui a annulé paie la totalité du séjour avant de lui accorder l'avoir. A-t-il le droit? Je ne pense pas. Alors, attends, répète-moi la question, Jean-Luc, parce que j'étais en train d'en lire une autre. Un loueur de notre territoire exige que le locataire qui a annulé paie la totalité du séjour avant de lui accorder l'avoir. A-t-il le droit? Non. Il n'a pas le droit. Mais par contre, c'est super compliqué ce que tu dis, parce que oui. imagine, j'ai loué, j'ai un gîte, j'ai eu 200 € d'acompte pour un séjour à 800 €. Il faut que je propose une prestation à 200 €, alors que si j'ai qu'un gîte, en gros, je vais proposer un jour de location à la famille dans les 18 mois. Quoi. Oui, non, mais c'est un peu compliqué, hein. Donc, donc voilà, mais c'est vrai que en fait, il faut leur proposer. Donc, moi, ce que je conseille, c'est de proposer un avoir du montant et de proposer une prestation équivalente à celle qui a déjà été proposée avec un solde à payer ensuite, tu vois. Mais l'avoir, il doit être uniquement du montant de la prestation. Oui, voilà. Tout à fait. Donc voilà. Peut-on imposer des nouvelles conditions générales de vente? Ça, c'est une question qu'on me pose souvent. Eh bien non, surtout si la prestation est identique et juste reportée. Donc, faites attention à ça. Il faut vraiment… C'est un transfert de contrat, donc il faut en refaire à nouveau. Après, si votre contrat n'est pas clean, vous pouvez quand même tenter d'en refaire un avec des conditions un peu plus avantageuses pour vous. Mais voilà, alors, donc, est-ce que les annulations par anticipation sont valables? Donc ça, c'est une question super fréquente. Donc, le champ de l'ordonnance, c'est les annulations des prestations en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables liées au Covid-19. Donc, c'est absolument pas applicable
aux annulations de convenance et attention aux annulations très en avance. Et si ce ne sont pas, parce qu'on demande si ce ne sont pas les dispositions de l'ordonnance qui s'appliquent, ce sont vos CGV qui s'appliquent. D'accord? Donc, avec les retenues, avec les frais, etc. Sauf si c'est une annulation pour circonstances exceptionnelles autres. Mais dans ces cas-là, je pense que ça pourrait rentrer quand même dans le dispositif Covid. Et dans ces cas-là, c'est un remboursement intégral. Et l'ordonnance, en fait, elle a pour but d'éviter tous les remboursements, dans leur entier aux agences de voyage et de différer et de laisser aussi une chance commerciale aux agents de voyage pour proposer des prestations différentes. Voilà. Alors, Élise, il y a beaucoup de monde qui demande est-ce qu'on, sur le modèle d'avoir, est-ce qu'on pourrait avoir une lettre type qu'on mettrait sur le site d'Amona? il faut peut-être demander, je pense qu'on pourra ADN. peut-être le faire pour ADN. Oui, voilà, ouais. Avec ADN Tourisme, on va regarder. Voilà. Après, voilà, les mentions obligatoires que je viens de citer, on va les mettre. Je crois qu'il y a une fiche d'ailleurs avec ces mentions obligatoires. Je ne suis pas certaine, mais D'accord, sur ADN. Modèle dispose sur ADN, je sais. reçu vendredi dernier. Oui, donc on peut le redire. David qui dit que sur Voilà. ADN, au niveau de notre fédération nationale, nous avons déjà tous ces documents qui sont disponibles pour tous les adhérents d'ADO. Super, ça c'est Arthur. Merci Arthur. Alors, comment traiter aussi les interruptions de prestations? Ça, c'est une question qui est revenue à plusieurs reprises sur la plateforme. Donc, dès que le client a tiré profit du contrat et a pu exécuter le séjour partiellement, le client est remboursé ou bénéficie d'un avoir au prorata du bénéfice qu'il a retiré de l'exécution possible. Donc, il faut évaluer la valeur de la partie de la prestation qui a déjà été consommée, en fait. Je vous l'avoue, ce n'est pas évident. C'est pas évident. Mais c'est comme ça que ça doit fonctionner. Alors, ok, ça c'est des liens. Je regarde un petit peu les questions. Est-ce Oui, que je vais passer ensuite? dans les liens, il y a notamment Armel qui a mis le lien d'ADN, donc je le remets également sur la page Facebook. Là, on a le lien des modèles sur ADN et les modèles sont déjà diffusés. Il y a Béatrice qui nous dit que la DGE a répondu à l'UMI et c'est vrai qu'on cherche, je vais avoir le mail, que la DGE disait à l'UMI que jusqu'au mois de septembre, on peut considérer la situation exceptionnelle pour toutes les annulations. Donc, retour de la DGE. Ok, bah ça c'est un avis. Le juge ne va pas être lié à cet avis non plus. Donc, voilà, je ne sais pas. Il va peut-être y avoir un texte là-dessus, mais en tout cas, le texte, c'est les annulations pour circonstances exceptionnelles et imprévisibles et inévitables. Voilà. Donc, après, c'est un choix commercial. J'ai des agences qui ne peuvent pas se permettre sur certaines prestations d'accepter des annulations pour août ou pour septembre. Donc on ne le fait pas. Ça dépend de ce que vous pouvez faire et de votre intérêt. Il y a des billes aussi pour décider que c'est des CGV qui s'annulent. Après, le risque, c'est que on vous dise bah non et faut faire l'avoir et du coup devoir rembourser, etc. Il y a Boilem qui dit qu'il y a un groupe prévu en juin qui reporte en septembre, mais ce groupe dit qu'ils ne sont pas sûrs d'être assez nombreux pour pouvoir venir en septembre et maintenir le projet. À ce moment-là, quelles conditions d'annulation appliquer? Les conditions générales de vente? Bah, alors en fait, ils ont juin, à mon avis, circonstances Covid, ça le fait. Hein. Je pense que juin, moi, mes questions, c'est plus ma question, mais ça, c'est mon avis et c'est pas très juridique parce qu'on ne sait pas. Mais moi, j'estime pour l'instant dans mes conseils
que les annulations des prestations de juin, c'est les dispositions de l'ordonnance sans discussion possible. Parce que là, il y a le confinement, il y a des schémas, des schémas par rapport à ce qui s'est passé en Chine qui prévoient un déconfinement partiel et que tout sera terminé en fait fin juin. Bon, on n'en sait rien, c'est de la prospective. Mais sur juin, je pense que c'est les dispositions Covid. Donc, il faut proposer une… c'est l'avoir, c'est l'avoir. Ouais. Ouais. C'est l'avoir. Par contre, sur l'annulation de septembre, s'ils acceptent l'avoir, Oui. là, c'est les conditions générales de vente classiques. Voilà, d'accord. Ok, ok. Alors, les autres questions qui restent, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Il y avait une re-question, est-ce que c'est le montant de la prestation de la compte? C'est bien la compte. Le prix, on l'a bien dit. Les références des textes, c'est sur le site d'ADN. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions, Alice. D'accord. Alors, on va parler, il y a une actu, parce que alors on ne revient pas sur les entiers thèmes, parce qu'il y a déjà eu 2 web séminaires, mais je reviens sur les choses qui ont changé sur l'actu et sur des points qui demandent des précisions. Donc, l'arrêt maladie pour garde d'enfants. Donc, attention, il n'est plus possible… Alors, attention, ça a changé. En théorie, c'est l'arrêt maladie qui prime sur le chômage et l'activité partielle. Là, sur l'arrêt dérogatoire pour garde d'enfants, on revient sur ce principe de prévalence de l'arrêt maladie sur l'indemnisation chômage. Et donc, il est impossible d'avoir un arrêt maladie pour garde d'enfants dérogatoire quand il y a de l'activité partielle. Faites attention à ça, parce que ça peut conduire à une demande de remboursement d'IJ, etc. Donc, il y a eu une mise à jour une mise à jour pour les cas de l'activité partielle totale. Donc, la justification des arrêts dérogatoires étant d'indemniser le salarié qui ne peut pas se rendre sur son lieu de travail, soit par mesure de protection, soit parce qu'il est contraint de garder son enfant. Ceux-ci n'ont plus lieu d'être lorsque l'activité du salarié est interrompue puisqu'il n'a pas pu se rendre à son lieu de travail. Donc, même si l'indemnisation CPAM est plus avantageuse que le chômage partiel, c'est le chômage partiel qui s'applique. Mais pas de panique. Donc, dans ces conditions, le placement des salariés en activité partielle, lorsque l'établissement ou la partie de l'établissement auquel il est rattaché le salarié ferme, doit conduire à interrompre l'arrêt de travail du salarié. Donc, l'interruption de l'arrêt de travail du salarié. Et l'employeur doit alors signaler à l'assurance maladie la fin anticipée de l'arrêt, selon les mêmes modalités qu'une reprise anticipée d'activité d'un arrêt maladie de droit commun. Donc, il faut aller sur le compte Amélie. Voilà. Mais le gouvernement nous rassure en disant, toutefois, compte tenu des circonstances exceptionnelles, si l'arrêt de travail dérogatoire est en cours au moment du placement en activité partielle des salariés en raison de la fermeture de tout ou partie de l'établissement, l'employeur peut attendre le terme de l'arrêt en cours pour placer le salarié en activité partielle. Voilà, donc il y a quand même une tolérance. D'accord. Mais aucune prolongation et aucun renouvellement de l'arrêt ne pourra être accordé une fois le placement en activité partielle intervenu. Donc, les employeurs sont tenus à ne pas demander de renouvellement des arrêts pour garde d'enfants de leurs salariés. Voilà. À quelle date, demande Stéphanie, depuis quelle date il y a ce nouvel arrêt? C'est 3 avril. 3 avril, d'accord. Donc, depuis vendredi. Est-ce qu'il y a un changement des règles, demande Delphine, aussi pour les contractuels de droit public? Il n'y a plus d'arrêt maladie, garde d'enfants possible. Est-ce que ce sera rétroactif? Alors, c'est toujours possible, sauf s'il y a une activité partielle. Pour les agents de droit public, ce n'est pas précisé, mais pour les contractuels, c'est pareil. Voilà. En tout cas, il n'y a pas de distinguo dans le texte. Donc, on suppose quand même une application large de ce principe, ce qui semble assez logique. Et au niveau du salaire, combien sont payés ces arrêts pour garde d'enfants? Il y avait, avec la convention collective tourisme, il y avait un maintien à 100% du salaire. Oui, c'est ça. Voilà. Avec les IJS qui peuvent être plus intéressantes et puis surtout la prévoyance, ça pouvait être plus intéressant que la mise en activité partielle. Donc là, attention, il y a
il y a un vrai changement. Voilà. Mmh. D'accord. Parce qu'avant, on avait tendance à conseiller quand même, pour les gens qui n'étaient pas en capacité de travailler, de prévaloir l'arrêt garde d'enfants qui était plus avantageux pour le salarié et l'employeur, hein. Mmh. D'accord. Voilà. Et Jérôme qui demande, non, ça c'est sur le maintien du salaire à 100% en EPIC, là, on va peut-être passer sur les Oui, questions. on va y passer après, mais je voulais absolument revenir sur cet arrêt garde d'enfants. Donc, Ouais, l'articulation, maintenant, c'est déjà, ça avait évolué dans alors pas dans les textes, mais dans les préconisations du gouvernement. C'était en cas de télétravail possible, pas d'arrêt maladie garde d'enfants, ce qui était un petit peu contestable, hein, quand même. Là, maintenant, c'est chômage partiel. Enfin, en fait, ils veulent vraiment limiter le recours à cet arrêt maladie dérogatoire. Donc, il faut vraiment que ce soit incontestable. Voilà. d'accord. Et puis, il va y avoir je pense qu'il va quand même y avoir des contrôles parce qu'il y a un recours massif à ces arrêts maladie. D'accord. Et sur les arrêts maladie, garde d'enfants en cours, comment ça se passe? Est-ce qu'on attend la fin pour faire la demande de chômage partiel? Alors là, ce qu'ils disent dans la mise à jour du 3 avril, c'est que en théorie, on doit interrompre l'arrêt de travail, l'arrêt maladie, pardon, pour une mise en activité partielle. Voilà. Donc, mais qu'il y a une tolérance et que c'est surtout les prolongations qui seraient malvenues. Hmm. Le, Voilà. et le Et télétravail. ils mettent en revanche aucune prolongation, aucun renouvellement de l'arrêt ne pourra être accordé une fois le placement en activité partielle intervenu. Par contre, ce qui n'a pas changé, puisque Charles-Étienne pose la question, si le télétravail est possible, l'arrêt maladie pour garde d'enfants est-il possible? Non. Toujours pareil. Ouais, ouais. Alors, les textes ne sont pas si clairs. Les textes sont pas si clairs, c'est dans les préconisations gouvernementales. Les textes ne disent pas ça. Voilà. Donc le gouvernement, il dit si télétravail possible, même s'il y a des jeunes enfants, etc., il faut pousser à fond sur le télétravail parce qu'ils veulent éviter le recours à l'arrêt garde d'enfants. Après, en pratique, ce n'est pas dans les textes. D'accord. D'accord. Voilà. Mais il n'empêche, voilà. Euh, Mais est-ce là, par contre, sur les nouvelles dispositions, ça c'est textuel, donc c'est à appliquer absolument. Donc, sur l'articulation activité partielle arrêt garde d'enfants, ça c'est obligatoire, faut l'appliquer. D'accord. Alors, deux questions. Si la salariée souhaite poser des congés en étant en arrêt garde d'enfants, est-ce que c'est faisable? Oui, c'est possible. Je ne vois pas l'intérêt, mais c'est possible. Est-ce que c'est la même chose pour un arrêt de travail de 20 jours pour personne à risque? Non, là, c'est l'arrêt. Non, c'est pas pareil. Non, non. Non, ça c'est vraiment sur l'arrêt dérogatoire pour garde d'enfants. D'accord. Alors, on va parler de l'activité partielle. Parce que, donc alors, c'était un petit feuilleton juridique, l'activité partielle, parce que il y a eu une ordonnance, enfin un texte qui prévoyait un délai de suspension pour les décisions administratives, donc, et qui n'excluait pas de ce champ-là les demandes d'activité partielle. Donc, ce qui permettait à l'administration, malgré une acceptation au bout de 48 heures, de revenir sur sa décision. OK ? Alors finalement, on a eu un autre texte qui dit non, ça ne s'applique pas à l'activité partielle, donc on respire un peu. Sauf qu'on a beaucoup travaillé le sujet avec Alice pour voir comment, Alice qui est mon associée et spécialiste en droit public, mais en fait, de toute façon, c'est une décision administrative. D'accorder l'activité partielle, c'est une décision administrative créatrice de droit. Et donc, l'administration, dans tous les cas, peut revenir dessus dans un délai de 4 mois après l'avoir accordé. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment faire super, super, super attention à garder toutes les pièces justificatives des baisses de chiffre d'affaires, de la baisse d'activité, etc. Parce que ce n'est pas parce que vous avez une acceptation à 48 heures, parce que concrètement, en 48 heures, vu le nombre de demandes qu'il y a, il n'y a pas d'instruction. Je vous le dis, hein, parce que je l'ai vu pour des clients. Et en plus, j'ai même eu, là, la semaine dernière, je ne sais pas si c'est toujours pareil, des bugs sur le site, on ne pouvait pas envoyer de pièces jointes. Oui, c'est Donc, le cas toujours. C'était le cas voilà, hier, par exemple.
C'est toujours le cas. Alors, dans ces cas-là, parce que j'ai beaucoup de clients qui m'ont dit comment je fais si je ne peux pas envoyer de pièces jointes, si je ne peux pas justifier, parce que sinon, c'est une justification en 2000 caractères, ce qui est que dalle. Donc, ce qu'on a pensé, ce n'est pas parfait, hein, mais la solution pratique à laquelle on a pensé, c'est d'envoyer toutes les pièces justificatives, étant donné que vous devez informer vos salariés de l'activité partielle. Donc, vous reprenez grosso modo la motivation que vous allez envoyer à la directe pour l'écrire à vos salariés. Et pourquoi pas, dans ces cas-là, pour pouvoir prouver ensuite s'il y avait un contrôle a posteriori, envoyer toutes les pièces justificatives en format PDF à cette date-là à vos salariés. Comme ça, vous arrivez à me prouver qu'il n'y a pas de preuves qui sont constituées a posteriori de la décision et au moment du contrôle. Voilà. Donc, on s'est dit que ça pouvait être un bon moyen d'assurer vos moyens de preuve. Donc, je sais que c'est compliqué hein, avec ces bugs, mais pensez quand même, ayez quand même toujours dans un coin de votre tête, et je pense surtout aux EPIC, et je pense surtout aux offices qui fonctionnent principalement avec de la subvention publique. Prévoyez dans un coin de votre tête que vous allez peut-être avoir un refus a posteriori. Hein. Voilà. Et ce n'est pas parce que vous avez une acceptation, donc pensez-y quand même dans vos budgets, pour ne pas vous retrouver dans une situation financière impossible. D'accord. Alors, en théorie, je reviens dessus parce qu'on me pose souvent la question, pas d'activité partielle pour un agent contractuel de droit public en théorie, mais vous pouvez tenter, notamment si le contractuel de droit public cotise à Pôle emploi, hein, parce qu'il y a des acceptations. Donc, c'est toujours pareil, vous pouvez essayer. Les acceptations, c'est dans un délai de 48 heures, mais ayez en tête que l'administration pourra revenir dessus. Moi, je suis un peu, je me méfie du retour de bâton sur ce dispositif d'activité partielle. Hein. D'accord. Voilà. Question sur le directeur d'EPIC. Est-ce Oui. que le directeur d'EPIC, il peut être en activité partielle? Oui, il peut tout à fait. Enfin, en théorie, non, puisqu'il est contractuel de droit public. Hein. Ou fonctionnaire, c'est qu'à part un fonctionnaire, il n'y a pas d'activité partielle. Mais s'il est contractuel de droit public, la réponse théorique, c'est non. En pratique, j'en ai, mais parce qu'il cotise à Pôle emploi. Parce qu'on a le choix, quand on est contractuel de droit public, de la caisse à laquelle on cotise. Voilà. Donc, j'en ai et ça a été accepté. Après, est-ce que ça va perdurer dans le temps? Ça, je ne sais pas. Ça va dépendre un petit peu des contrôles. D'accord. Donc, on peut bien mettre les… On peut essayer, en tout cas, sous Oui. réserve, évidemment, qu'ils cotisent à Pôle emploi. S'ils ne cotisent pas à Pôle emploi, ça ne sert à rien de tenter le coup. Hein. Voilà. Et il faut vraiment bien le motiver aussi. Parce que directeur d'EPIC, il y a quand même plein de choses à faire en télétravail. Hein. Ouais. Et l'activité partielle, alors oui, j'ai eu aussi pas mal de questions là-dessus, sur la fraude à l'activité partielle. Donc attention, attention, attention. Attention aux demandes d'activité partielle quand vos salariés télétravaillent. Donc il est évidemment illégal de placer vos salariés en activité partielle totale et de les faire télétravailler. Hein, ça, c'est évident, c'est de la fraude et ça va être très, très, très lourdement sanctionné. Et vous avez aussi un risque contentieux côté salarié parce que c'est du travail dissimulé et c'est du pénal. Donc ça, on ne fait pas parce que je vois trop d'entreprises qui le font. Et attention, il y a un flou autour de l'activité partielle, c'est-à-dire, par exemple, si vous demandez une activité partielle à 40% et le reste du temps, c'est du télétravail. Donc, attention à bien le justifier et fixer le cadre de travail à vos salariés. Vous ne pouvez pas ne pas leur fixer d'horaire, surtout si vous avez un ou deux pénibles dans l'équipe, ça c'est juste pas possible. Donc, vous fixez des horaires de travail de salariés et vous ne les faites absolument pas travailler pendant les heures chômées, hein, parce que ça serait de la fraude pareil et du travail dissimulé. Donc, envoyez une information claire avec des horaires de travail clairs à vos salariés pour éviter tout problème. Voilà. Donc, ça, c'est hyper important parce que j'en vois trop qui me disent « ouais, je fais à 40% et puis des gens télétravaillent un peu quand ils veulent ». Non, ça doit vraiment, vraiment être super cadré.
Oui, à minima, il faut qu'il y ait le document qui explique Ah oui, chronologiquement, c'est le lundi et le mardi, ou c'est 4 heures. voilà, faut fixer des horaires, voilà. Ouais, d'accord. Et alors ensuite, sur la déclaration du nombre d'heures à indemniser, donc attention sur le site, hein, la déclaration, c'est d'abord une demande prévisionnelle pour un nombre estimé d'heures chômées. Et puis ensuite, ça va être une demande d'indemnisation portant sur le nombre réel d'heures chômées par chaque salarié. Donc ça, c'est dans un second temps. Donc attention à la cohérence de la déclaration avec l'information que vous aurez donnée à votre salarié. D'accord. Donc, ce qui veut bien dire, puisqu'il y a plusieurs questions, mais qu'on avait déjà évoquées dans un précédent WebSem, oui, il peut y avoir des temps d'activité partielle différents par service ou par direction et non-direction, etc. Ça, c'est vrai. J'ai une autre question de Denis dans les Landes sur la motivation de la baisse d'activité partielle. Est-ce qu'une décision du comité de direction de geler les cotisations des professionnels ou Bon. du conseil d'administration peut justifier une baisse d'activité? Bah, de toute façon, oui. Enfin, après, il faut tout tenter, il faut tout mettre dans votre motivation. Tous les arguments économiques que vous pourrez mettre sont bons à prendre. Donc ça, évidemment, il faut l'indiquer, mais il peut y avoir aussi une baisse de la taxe de séjour, une baisse de votre chiffre d'affaires sur la commercialisation. Voilà, donc ça, c'est hyper important. Après, vous pouvez justifier aussi le passage, mais ça, à mon avis, ça marchera moins bien sur le temps d'accueil, évidemment, puisqu'il y a des fermetures. Mais ça marche moins bien parce que c'est la partie service public. Donc, moi, je vous conseille de motiver à fond sur la partie commerciale. Oui, tout à Voilà. fait. Donc, après, faut en mettre le max. Faut mettre un max de chiffres. Il faut pouvoir les justifier derrière. Mais sur la motivation, c'est un max de chiffres et vraiment sur la partie commerciale. Hmm. Alors, Stéphanie qui dit on n'a que 2000 caractères, alors ça va vite, on arrive vite au bout Bah du oui, nombre de non, mais caractères pour c'est pour l'argumentation. ça qu'il faut mettre un document à part, hein, D'accord. en PDF. Oui. Et Emmanuel, tu me demandes si en pratique la création du compte reçu les identifiants, mais apparemment il faut attendre une notification d'activation. Bah, je crois bien. Sur la technique, il me semble que c'est ça. Mais ne pas avoir reçu cette clé, je sais que ça bug. Donc il faut peut-être essayer, je sais que vous êtes nombreux dans ce cas-là, réessayer, interrogez-les et refaites une demande. Alors Stéphanie, oui, donc les 2000 caractères, c'est vraiment, 2000 caractères, tu mets rien avec 2000 caractères, donc c'est un document à part qui est envoyé en pièce jointe. Et alors, Voilà. s'il n'y a que 400 KO, Stéphanie, il y a des web services qui te permettent de baisser le poids d'un PDF, tu vois, en changeant la résolution. Tu cherches sur Internet et tu vas trouver comment Et, diminuer le poids d'un PDF. et si ça bug trop au niveau technique, vous envoyez la motivation à vos salariés, puisque vous devez de toute façon l'envoyer, avec les pièces jointes. Et comme ça, ça fera un peu au redateur. À telle date, telle heure, telle motivation a été envoyée aux salariés. Mm. Donc, vous pourrez justifier a posteriori en cas de contrôle. Et, Alors, Anne-Catherine, Anne-Catherine, si les télétravail à 50% et heures chômées acceptées, que finalement un salarié dépasse, travaille quelques heures de plus, on déclare les heures chômées pour ce salarié, on ajuste et on déclare les heures. Oui, c'est ça, c'est ça. On déclare les heures réellement chômées. C'est exactement ça. mm. Voilà. Alain dit oui, il faut attendre. Oui, moi je crois aussi qu'il faut attendre sur les clés. Après, j'ai des clients qui ont relancé plusieurs fois. Mais voilà. Mais après, quand vous pouvez le faire, si l'envoi des pièces jointes ne marche pas, vous faites un max, un truc concentré. De toute façon, il faut faire un truc concentré, précis, synthétique. Et ensuite, ce qui va compter, c'est les pièces jointes qui vont justifier des chiffres et des raisons que vous avancez. Est-ce qu'on peut fixer des horaires différents à chaque collaborateur? Oui, vous pouvez. Mm. Voilà, après, c'est plus compliqué en gestion pour vous de savoir à quelle heure je peux. Parce que moi, je préconise vraiment, étant donné que c'est un peu chaud comme point, je préconise vraiment de ne pas solliciter, de ne même pas envoyer de mail hors des heures travaillées aux salariés. Mm. Oui, c'est ça, pour justement Voilà, éviter tout contentieux par la suite. c'est ça. C'est ça.
Small PDF pour réduire le poids des PDF, ok. L'argument doit-elle être spécifique à chaque établissement? Par exemple, les salariés d'un BIT pour Boualem annexe génèrent peu de CA, mais dépendent du CA de la boutique et de mon point d'accueil principal. Faut voir. L'argumentation ne doit pas être spécifique à chaque établissement. Je pense que ça doit être quelque chose de plutôt général. Et surtout, si ça ne va pas dans ton sens, Boualem va élargi à fond sur l'activité, sur le CA. Peut-on revenir sur ces déclarations avec la CPAM ou est-ce qu'au moment de la demande des IJ, cela se joue? Ça, c'est par rapport, Céline, Oui. c'est par rapport à l'arrêt garde d'enfants. Oui, c'est ça. Ouais. Alors, ce que le gouvernement préconise, c'est ça. Ce que le gouvernement préconise, c'est l'arrêt de ces arrêts maladie dérogatoires en cas d'activité partielle. Néanmoins, il affiche déjà une tolérance puisqu'il dit que c'est à partir de la mise en activité partielle, il n'y a pas de renouvellement. Voilà. Donc, je ne sais pas, je pense qu'il faut aller sur le compte Amélie et dire interruption, et sinon, il faut interruption pour chômage partiel. Après, si ça ne marche pas complètement, c'est pas mal de montrer que vous l'avez fait, que vous avez fait la demande. Je sais que tout bug en ce moment, les procédures technologiques mises en place ne sont pas forcément hyper claires et hyper faciles. Le tout, c'est de pouvoir montrer votre bonne foi dans toutes les démarches. Donc, dans la demande d'activité partielle et aussi sur la gestion des arrêts maladie dérogatoires. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner aujourd'hui parce que c'est vrai qu'on a pas mal d'outils, il y a les Yaka Faucon, mais quand on a un site qui ne marche pas, qui bug, et quand on ne sait pas comment… Amélie, ça ne marche pas très très bien non plus sur les interruptions d'arrêt. Donc voilà, il faut faire au mieux. Alors, j'ai des questions sur Facebook aussi concernant l'activité partielle. Est-ce que le maintien du salaire à 100% doit obligatoirement passer en CODIR dans le cadre d'un EPIC? Demande Jérôme. Alors, en théorie, oui. En théorie, oui. Ouais. Sur le maintien à 100%, oui. Ouais. En théorie, oui. Nathalie Guéraud qui demande si un passage en activité partielle est envisagé à compter de début mai dans notre structure. Par contre, on avait des congés payés posés en mai et juin. Comment on fait? Les congés payés en mai et juin, ils restent posés. Oui, oui, c'est ça. Oui. Ouais. Alors, la taxe de séjour étant perçue, Nathalie Zaric, la taxe de séjour étant perçue par la communauté de communes et reversée à l'Office du tourisme statut associatif, peut-on quand même argumenter avec la baisse du montant de la taxe de séjour dans la mesure où la subvention de la communauté de communes sera maintenue en 2020? Moyen, c'est pas terrible du coup comme argument, il faut en trouver d'autres. Ouais. Je pense que la taxe de séjour, non. Au T sans CA, pas de boutique, peut-on faire une demande d'activité partielle uniquement pour l'accueil? Ça se tente, mais ça m'étonnerait que ce soit accepté parce que c'est que de la subvention publique et du service public. Mais après, ça s'essaye, mais je ne suis pas sûre du succès de l'opération. Et après, vous aurez sûrement une acceptation dans le délai des 48 heures parce qu'ils ne vont pas forcément regarder. Mais faites attention au retour de bâton. Peut-on revenir sur le contenu de la déclaration du nombre de personnes concernées? En théorie, oui. Donc après, en pratique, sur le site, je ne sais pas comment ça marche. Maintien du salaire possible d'une délib a posteriori, oui, Emmanuel. Oui, et Jérôme me posait la même question. Donc Voilà, oui. Oui, non, mais en plus, en droit public, la théorie des circonstances exceptionnelles permet de rendre légal beaucoup de choses. Donc, il n'y a pas du tout de sujet. En plus, avec l'accord du président, ça le fait quand même. Si maintient 100% du chômage partiel sous une cotisation charge patronale au-dessus du… non, il y a justement une exonération, on va y venir. Et puis, j'ai trouvé un document super bien là-dessus. Donc, Stéphanie, quand on fait une demande de chômage partiel, sans compter les salariés qui étaient en arrêt garde d'enfants, on peut réajuster le dossier. Demande d'activité partielle, oui, il faut absolument que tu le fasses, Stéphanie, c'est important.
Donc, faites attention à la motivation de votre demande, au caractère probant des pièces qui vont justifier votre demande, parce qu'il y a un retour possible de l'administration sur sa décision dans les 4 mois. Et faites attention à la fraude à l'activité partielle avec vos salariés en télétravail quand l'activité partielle n'est pas totale. Donc, ça, c'est hyper important. Voilà. Juste Alors, par rapport à ça, il y avait la question, est-ce que les salariés peuvent compter leurs heures et faire un décompte en fin de semaine? non, non, je pense que c'est pas. Attendez, je ferme juste ma porte parce qu'il y a des enfants qui crient. Donc, moi, je le préconise pas. Je pense que c'est. Alors, pourquoi pas, mais ça serait juste en droit. Mais étant donné que c'est un peu chaud, moi, je préfère quand même qu'il y ait quelque chose d'hyper cadré. Parce que vous n'êtes pas à l'abri qu'un salarié, je ne sais pas, regarde ce websem et se dise tiens, bah, je vais faire une action en travail dissimulé en disant que j'étais toute la journée à la disposition de mon employeur et que je devais juste déclarer les heures après, quoi. C'est l'attente et être à la disposition de l'employeur, c'est du temps de travail. Voilà. Ça, il faut vraiment que vous en ayez conscience. Donc, c'est hyper dangereux de dire aux salariés vous déclarez les heures et moi, après, je fais l'activité partielle. En plus, il y a un vrai conflit d'intérêts interne pour le salarié s'il n'y a pas de maintien à 100%, parce que c'est plus avantageux, évidemment, de déclarer des heures travaillées que des heures chômées. Donc, moi, je pense que ce n'est pas un bon système. Il y a 3 questions. Si tu remontes un peu le fil sur les congés, est-ce qu'on peut répéter pour les congés posés sur la période d'activité partielle, le salarié les perd? Non, il ne les perd pas. Non, il ne les perd pas. Non. C'est-à-dire, en fait, le principe, c'est je suis en activité partielle, mais si j'avais posé les congés, je prends mes congés normalement, quoi. Bien sûr. C'est ça. Bien sûr. C'est ça. C'est ça. Alors, on va. Alors, sur le régime social du maintien de salaire. Donc, sur la partie au-dessus des 74%. Donc, il y a un régime social qui a été favorable, qui a été mis en place. Et c'est déjà sur le site de l'URSSAF. Donc, normalement, ça devrait être bon. Donc, même traitement que l'indemnité d'activité partielle. Donc, l'indemnité, donc c'est assimilé à un revenu de remplacement. Donc, ce n'est pas assujetti aux cotisations et contributions. Ça date de vendredi aussi. De la sécurité sociale, pas de CSG, CRDS. Et il y a juste une cotisation supplémentaire de 1,50% pour les Alsaciens. Voilà. Et alors, j'ai aussi beaucoup cette question, pas besoin d'une consultation des salariés ou d'un accord d'entreprise pour le maintien de salaire. Ça peut être une décision unilatérale de l'employeur, évidemment. Donc, oui. Un salarié en activité partielle acquiert-il toujours des jours de congé? Alors, je l'ai dit dans mon autre web séminaire, je crois que oui, mais je ne suis plus absolument certaine. J'ai un petit trou. Mais je crois, non, 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 non. Enfin, ça dépend en fait s'il est à temps plein ou parce que alors il a forcément des congés payés qu'il acquiert sur les heures travaillées. D'accord. Nécessairement. Sur les heures chômées, je ne crois pas. Mais je l'ai déjà dit, je ne l'ai plus en tête. D'accord. Ok, donc. Parce que je dois avoir beaucoup de choses en tête en ce moment, donc parfois il y a des trucs faut que je revoie le texte. D'accord. Alors, je vais vous parler maintenant donc, de la consultation des salariés. Alors, la consultation des salariés, parce que c'est un peu compliqué, parce que vous êtes beaucoup à essayer de faire des accords d'entreprise pour cette histoire des 6 jours de congés payés. Mais se pose le problème quand même de comment on réalise un accord et comment on le signe. Et pour qu'il soit juridiquement valable. Et puis même sur le télétravail, vous êtes beaucoup à organiser du coup
des consultations pour avoir un accord d'entreprise sur les modes de fonctionnement du télétravail pour que ce soit plus correct et plus carré. Donc, le ministère, donc, il a mis en place, enfin, il préconise 2 solutions. Alors, la première solution, c'est la signature électronique. Donc, ils disent que c'est possible. Ils se reportent au code civil et à la règle européenne. Et donc, le procédé doit garantir l'identification du signataire avec son lien et son lien avec l'acte signé, ainsi que l'impossibilité de modifier ultérieurement des données. Voilà. Donc, il y a DocuSign qui existe, par exemple. Je n'ai pas d'action, je ne fais pas de pub. Et le ministère insiste sur le coût réduit de ces solutions et donc encourage à la signature électronique. Donc, moi aussi, je vous encourage à la signature électronique. DocuSign ou autre, ça serait compris, selon le ministère, entre 20 et 50 euros. Et je crois que c'est à peu près ça. Hein. Enfin, moi, j'ai DocuSign et c'est à peu près ça que je paye. Oui, c'est même 15 euros par mois. Et même si on est une association sans but lucratif par ADB Solidatech, c'est encore 2 fois moins cher. Bon, merci Jean-Luc. Alors ensuite, il y a une autre solution qui est beaucoup utilisée actuellement dans les offices, mais que je trouve quand même un peu limite. Mais le ministère, quand même, la met dans sa note. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, c'est, étant donné le confinement, le ministère suggère d'envoyer à chaque partie le projet d'accord par mail. Charge à chacun de l'imprimer, de le signer et de le numériser. Il faut ensuite assembler dans un même PDF toutes les pages signées par toutes les parties et déposer l'accord via la téléprocédure. Alors, c'est quand même un peu plus compliqué que DocuSign, mais bon, le ministère l'indique, donc c'est que c'est possible. Et si les négociateurs n'ont pas d'imprimante, le ministère suggère d'envoyer par courrier à toutes les parties le projet d'accord, chaque partie étant invitée à signer le document et à le numériser. Mais alors, moi, je ne comprends pas comment tu numérises quand tu n'as pas d'imprimante. Mais bon, peut-être en prenant photo, je ne sais pas. Oui, il y a des applications dédiées sur smartphone, comme Genius Scan, par exemple, qui permet de faire une photo et de la transformer directement en PDF. Donc, tout le monde Super. peut scanner à la maison. Je mets voilà, mais Stéphanie l'a mis dans le feed et je le mets. Ah ben voilà, ben voilà. Non, mais quand j'ai un problème technique, je vous appelle, hein, parce que Voilà. nous, on était trois à se dire, alors, comment tu fais pour scanner Super, merci. Voilà. Donc là aussi, il va falloir assembler le document PDF avec les pages. Mais bon, du coup, le ministère, il insiste quand même sur sa préconisation de la solution électronique de DocuSign. Alors, ensuite, sur la consultation des salariés, il y a quand même pas mal de questions. Comment faire ratifier un accord salarié, donc surtout quand on n'a pas de CSE pendant la crise sanitaire. Donc, le ministère déconseille de réunir l'ensemble des salariés, mais il estime qu'un dispositif électronique de recueil de l'approbation des salariés à distance peut être mis en place pour les entreprises de moins de salariés dépourvues de délégués syndicales et dans les entreprises de 11 à 20 salariés dépourvues également de membres élus de la délégation du personnel du CSE. Donc, le dispositif doit garantir la confidentialité du vote. Mais alors ça, enfin, franchement, Jean-Luc, tu connais, toi, un dispositif technique qui permettrait de… Oui, alors balotilo.org, ça marche très bien parce que on a le, c'est gratuit et on a chaque adresse mail peut avoir un pouvoir de vote et on a un rapport qui est bien fait et on ne consulte les résultats qu'à l'issue du vote quand on est organisateur. D'accord. Juste là, il y a Frédéric qui me dit: je ne trouve pas le texte sur les cotisations de maintien de salaire. Ça date d'hier soir, c'est sur le site de l'URSSAF. Voilà. Voilà. Donc, Jean-Luc, ta solution, ça peut être une bonne idée pour les accords collectifs. Voilà. Donc, si tu balotilo.org. Super. Voilà. Alors ensuite, j'ai aussi des questions sur les ruptures conventionnelles en cours et les élections pro en cours. Alors, youpi, le gouvernement ne va pas vous sanctionner si vous avez eu recours à l'activité partielle, que vous auriez dû avoir un CSE et donc utiliser la procédure CSE pour le recours à l'activité partielle. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Mais par contre, vous allez être tenu d'organiser vos élections CSE dans un délai assez court ensuite, à la fin du confinement. Donc tous les délais d'instruction
des services de l'État sont prorogés, suspendus. Donc, ça veut dire que pour les RC qui sont en cours d'homologation, elles ne pourront avoir lieu qu'à la fin du confinement. Donc, c'est un peu compliqué pour les RC, pardon, c'est les ruptures conventionnelles. Il y a aussi un petit changement, c'est les contrats d'apprentissage et de professionnalisation. Donc, le gouvernement en actu nous dit que les contrats d'apprentissage et les contrats de professionnalisation dont la date de fin d'exécution survient entre le 12 mars et le 31 juillet 2020, sans que l'apprenti ait achevé son cycle de formation en raison des reports ou d'annulation de sessions de formation ou d'examen, peuvent, donc c'est une faculté, être prolongés par un avenant au contrat initial jusqu'à la fin du cycle de formation, poursuivi initialement. Donc voilà, donc ça peut être intéressant pour vos apprentis et vos contrats de professionnalisation. Et la durée pendant laquelle une personne peut rester en formation dans un CFA, dans l'attente de conclusion d'un contrat d'apprentissage, est de 3 à 6 mois. Je sais qu'il y a des offices qui sont concernés, donc je le dis. Alors, j'ai trouvé un truc vraiment pas mal sur le calcul de l'indemnité horaire de l'activité partielle. Alors, je vais faire un peu de pub pour eux. C'est le document de la Directe des Hauts-de-France. Voilà, qui a fait un doc que je trouvais que c'était ce qu'il y avait de plus clair, parce que le simulateur n'est pas à jour, etc. Donc, je vais vous retrouver. Il faut que je vous retrouve ça et que je le mette en lien. Mais j'ai trouvé que c'était pas mal. J'essaie de chercher. Alors, voilà, ça c'était pour les actus. En fait, on a pris quand même pas mal de temps. On avait prévu de faire un petit flash actu. Mais c'est bien, vous êtes attentifs et pas trop ennuyés. Alors, quelle formalité pour la remise d'activité d'un salarié en activité partielle? Ça, c'est assez facile hein, sur le site, c'est fin d'activité partielle. C'est pour ça que je vous ai conseillé d'ailleurs dans les précédents web-séminaires de faire des demandes d'activité partielle pour des périodes assez longues, pour ne pas avoir besoin de revenir dessus parce qu'on vous demande des engagements quand vous faites une prolongation d'activité partielle. Donc, c'est mieux de faire une première demande un peu longue. Et ce qu'on me demande aussi, Stéphanie, c'est le texte des changements de garde d'enfants du 3 avril. Où est-ce qu'on le trouve? Alors, attends, je l'ai sorti, il y a tellement de textes. Je vous le trouverai, je vous mettrai un lien, mais c'est dans le FAQ du gouvernement. D'accord, dans le FAQ du gouvernement. Voilà. D'accord. Est-ce que la règle de l'accord… Il y a eu un décret, mais je ne sais plus le numéro. Moi, c'est sur le FAQ du gouvernement, en tout cas. Pascal de Bergerac qui demande est-ce que la règle de l'accord collectif pour les 6 jours de congé, moins de 10 salariés, est la même que ce soit pour des congés que l'employeur souhaite faire prendre alors qu'ils n'étaient pas encore programmés ou pour les congés déjà programmés et qu'on souhaite faire prendre plutôt que prévu. C'est-à-dire que la règle, c'est que, si je me rappelle bien, c'est l'accord collectif, c'est les 6 jours de congé qu'on peut faire prendre avant le 31 mai, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Oui, c'est la même règle. Faut faire ce truc. Après, moi, j'ai un peu mal sur cette histoire de congé parce que la règle classique, c'est que l'employeur peut déplacer en raison de circonstances exceptionnelles les congés déjà posés. Moi, je ne sais pas comment ça s'articule avec cette histoire des 6 jours par accord collectif. Hein. J'ai pas de… Donc, moi, j'ai tendance à dire qu'on applique la règle la plus favorable aux salariés parce que ça, c'est un principe de droit du travail. En même temps, là, ce principe de la règle la plus favorable aux salariés, elle ne marche pas pour l'articulation arrêt maladie et activité partielle. Arrêt maladie dérogatoire. Donc, moi, j'ai tendance à dire qu'il faut l'accord collectif pour les 6 jours, du coup, et que c'est cette règle-là qui s'applique plutôt que la règle de droit général.
D'accord. Il y a Céline qui pose la question aussi, je pense, Céline Gerbert, elle veut arrêter de l'activité partielle. Elle dit, elle demande est-ce qu'une lettre simple suffit pour signaler la fin de l'activité partielle aux salariés, comme on arrête l'activité partielle. Aux salariés, alors jamais, jamais de lettre simple, de toute façon, hein, ça c'est la règle. Donc toujours soit une lettre recommandée avec accusé de réception ou sinon un mail avec accusé de réception support durable PDF. Oui, ça suffit. Ça suffit. Alors, il faut expliquer les raisons, etc., etc. Mais il n'y a pas de formalisme particulier. Pour un salarié dont la rupture conventionnelle est en cours d'instruction à la directe et dont le contrat doit s'achever le 31 mai 2020, comment procéder si les délais d'instruction sont prorogés? Mais pourquoi les délais d'instruction seraient prorogés en fait? Ah, bah, ils sont prorogés, c'est un texte. Hein. Ah, d'accord. Tous les délais administratifs sont prorogés. Donc, par exemple, tous les CSE, tous les processus électoraux, c'est pour ça que c'est un gros bazar actuellement. Tous les CSE, toutes les ruptures conventionnelles qui sont à la phase de délai tu sais, la phase homologation, les 15 jours, si ça n'a pas été instruit, eh bien, c'est prorogé, donc le contrat se prolonge et la RC aura lieu à la fin du délai d'instruction. D'accord. D'accord, d'accord. Voilà, mais alors là, je ne sais pas. La rupture est en cours d'instruction. Ah oui, c'est en cours d'instruction à la directe. Et bien, il y a une suspension. Oui, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire que Si ça avait déjà, Camille Lachaise, si ça avait déjà été instruit, il n'y aurait pas de sujet. Voilà. Après, il y a des mécanismes, mais qui sont un peu, qui sont pas hyper limites et qui sont pas hyper carrés pour que ça prenne fin quand même. Mais faut vraiment l'accord du salarié, il faut protocoliser les choses. Et puis, peut-être, il faudrait interroger quand même la directe. hmm. On est dans la phase d'homologation dans les 14 jours. Ouais, bah, c'est mort. Oui, oui. Oui, c'est mort, mais à un moment, ils reprendront bien du service à la directe. Ouais. Oui, oui, mais bon, là, pour l'instant, c'est suspendu. Hein, donc, Ouais. ça veut dire qu'il faudra attendre encore le texte. Ouais, le texte exact, attends, je ne sais pas si je l'ai là, sur les délais de suspension, parce que comme je n'avais pas eu trop de questions, je ne l'ai pas sorti. Mais j'ai beaucoup de cas dans des entreprises, pas tellement dans des offices. J'ai pas été tellement. Je ne sais plus parce que sur les délais d'instruction, c'est très très contraignant. Il faudrait que je vous retrouve ça. Hmm. D'accord. Mm. D'accord. Euh, Mais oui, les ruptures conventionnelles, c'est la catastrophe. Ah oui, il y a Nathalie qui avait une rupture conventionnelle. Si la rupture était prévue fin mars, si elle a eu l'homologation de la directe, ou Ah, si ben là, c'est bon. voilà. Mais simplement parce que sur une rupture conventionnelle, je ne me rappelle plus c'est si on n'a pas de réponse que c'est Que homologué. c'est homologué. Ouais, Voilà, c'est donc, ça le problème. ouais, Donc, donc, Nathalie, si le délai courait avant la date du décret, ça veut dire que c'est homologué. c'est ça. Voilà. Donc, donc logiquement, pour toi, ça doit être bon, quoi. Ça, c'est sûr. Mm. Et du coup, ça suspend. On ne peut pas faire de RC. C'est très compliqué pour pas mal d'entreprises. Parce que, en fait, je le vois dans la pratique du droit social en ce moment, il y a cette période de confinement, eh ben, on a beaucoup, beaucoup de gens qui veulent finalement quitter leur boulot, qui veulent changer de vie. Et tout est bloqué là, au niveau des RC, etc. Faut attendre. D'accord. D'accord. Mais je vous redonnerai les délais exacts. Parce Hmm. que je sais plus si j'ai sorti le texte et voilà, mais c'est un peu compliqué. D'accord. Ok, ok. Oui, la date du décret, Nathalie, mais la date du décret, elle doit être toute récente, quoi, en fait. C'est un décret qui date. Quel décret il y en a plein. Le décret pour le fait que les actes administratifs sont repoussés, et notamment les. Ah oui, faut que je vous le retrouve, c'est assez récent, je crois que c'est milieu de semaine dernière. Oui, donc ce qui veut dire, Nathalie, que si le délai courait jusqu'au 30 mars, c'est bon. Non, mais je vais essayer sur mon téléphone de vous trouver le texte exact parce que ça sera plus simple. Hmm. Euh, suspension. Si vous avez le temps, délai d'instruction.
d'instruction. Voilà, suspension des délais d'instruction. C'est l'ordonnance du 25 mars relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'état d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette période. Voilà. Les procédures administratives en cours, suspension et prorogation. Voilà. Arrêt de facto des procédures d'instruction. Suspension des délais d'instruction en cours jusqu'au 25 juin. D'accord. Voilà. Et la durée de cette période pourra être soit allongée par le législateur, soit réduite par décret. La période de suspension prévue est par conséquent fluctuante. Voilà. Et la suspension s'applique à l'ensemble des procédures relatives aux autorisations administratives en cours au 12 mars. D'accord. Reprise des délais d'instruction après la période juridiquement protégée. Donc, on reprendra avec le délai tel qu'il était au 12 mars. D'accord. Donc, ça veut dire que pour Nathalie, si le délai pour sa rupture conventionnelle courait après le 12 mars, eh bien, ça veut dire que sa rupture conventionnelle est homologuée et que donc son salarié ne peut pas partir sauf à démission. Exactement, attention, il ne faut pas qu'il parte. Ok, ok. Juste, les périodes d'essai peuvent-elles être prolongées? Les périodes d'essai peuvent être prolongées, oui, si, Sylvain, si ton salarié est en activité partielle. Voilà. Mais par contre, toi, Sylvain, directeur d'EPIC, tu n'es pas une autorité administrative, donc ça ne suspend pas ces délais-là. Tu vois, c'est juste pour les décisions administratives. Mais par contre, si ton salarié qui est en période d'essai est en activité partielle totale, la période d'essai est prolongée. Puisque par essence, tu ne peux pas évaluer le travail de ce salarié qui ne travaille pas, puisqu'il est en activité partielle. Totale. Hein. Okay. Bon, vous voyez, ça a pas mal bougé. C'est pour ça que je pense que c'était pas mal de refaire un petit point d'actu. Ben écoute, merci beaucoup Élise pour toutes ces informations. Merci à tous pour avoir suivi avec attention ce WebSem qui a été enregistré. Donc du coup, on pourra le remettre en replay sur le site de la Mona. Merci à Réseau Alsace avec qui nous avons co-organisé cette matinée et donc aux équipes qui assurent derrière techniquement. Et merci Élise et bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir.